Chapitre 16. Remplis la coupe. Je marchais, Grimalkin à ma droite, Alice à ma gauche. Un regard en arrière me confirma que Sélénos et les 9 guerriers choisis par maman nous suivaient, sombres silhouettes presque indistinctes dans la brume épaisse. Seul le chuintement de nos semelles sur le sol boueux perturbait le silence. Il pleuvait encore, moins fort cependant. Puis, bien trop tôt à mon goût, les murailles furent devant nous. Énormes blocs de pierre luisante, d'eau, solides, formidables. Comment avait-elle traversé ce brasier infernal pour surgir dans notre monde? Ça paraissait impossible. Nous longeâmes le mur jusqu'à la petite entrée. Grimalkin passa la première sous la gueule de la gargouille et pénétra dans l'ordre avec détermination. Une galerie s'ouvrait devant nous, mais la sorcière franchit une autre porte, sur la gauche, et nous lui emboîtâmes le pas. Nous débouchâmes dans une salle si vaste que la voûte, au-dessus de nos têtes, se perdait dans l'obscurité. Une faible lueur baignait les lieux, venue on ne sait où, car aucune torche ne les éclairait. Sur une table recouverte d'une nappe de soie rouge, des plats en argent et en bronze contenaient des fruits et de la viande. 13 sièges à haut dossier, taillés dans l'ivoire le plus blanc et rembourrés de la même soie que la nappe, attendaient les convives. Devant chaque siège était posé un gobelet en or, délicatement ciselé et rempli jusqu'au bord de vin écarlate. La lumière monta, révélant autour de la pièce une colonnade. Le sol de mosaïque représentait des serpents entrelacés. Comme je suivais des yeux le méandre des motifs, j'eus un sursaut de surprise. Au milieu de la salle béait un puits noir. Cette découverte m'emplit d'effroi. Qu'y avait-il au fond? Nous nous assîmes, mais, obéissant aux instructions de maman, nous ne touchâmes ni à la nourriture ni au vin. Les sièges étaient tous disposés sur le même côté, de sorte que nous faisions face au puits. Des pas résonnèrent alors dans les profondeurs, d'abord lointains, puis de plus en plus proches. Quelqu'un montait des marches. Une tête émergea lentement. Une silhouette sombre apparut et prit pied sur le sol de mosaïque. C'était un guerrier carapassonné de métal noir. Sa main gauche tenait une lourde épée, sa main droite une coupe en cristal. Il marcha vers nous à pas mesurés, et je profitai de ces quelques secondes pour l'examiner. Il n'y avait pas d'ouverture dans son aume noir pour la bouche ou le nez. Seules 2 minces fentes indiquaient la place des yeux, mais je n'y décernais aucun regard, rien qu'un vide ténébreux. Sa cotte de maille était noire, comme toute son armure, et les pièces de métal recouvrant ses orteils se prolongeaient en griffes acérées. Il s'arrêta devant la table, et, quand il parla, mon cœur se contracta d'effroi. Sa voix, forte, glaciale, arrogante, avait des consonances métalliques. « Pourquoi ne mangez-vous pas les mets préparés pour vous restaurer? Pourquoi ne buvez pas le vin généreusement versé ?» Ces reproches résonnèrent longtemps entre les murs de pierre. Ce fut Grimalkin qui prit la parole. D'un ton calme et digne, elle déclara « Nous vous remercions de votre hospitalité, mais nous n'avons ni faim ni soif. » « C'est à vous de décider. Néanmoins, nous exigeons quelque chose en échange de la nourriture offerte. Emplissez cette coupe, afin que notre maîtresse puisse vivre. » En prononçant ces mots, le guerrier noir retendit le calice à la sorcière. « Avec quoi le remplirons-nous » demanda-t-elle. Le personnage en armure ne répondit pas tout de suite. Tournant lentement la tête, il nous observa tour à tour. Épouvanté, je sentis ses yeux sans regard se poser sur moi. Ma maîtresse a besoin de se nourrir. Il lui faut le sang chaud du plus jeune d'entre vous. Il pointa son épée vers moi. Sacrifiez sa vie. Emplissez la coupe, du sang jaillit de son cœur. Je me mis à trembler de tous mes membres. Malgré ce que maman m'avait dit, malgré l'assurance que Grimalkin combattrait pour moi, le doute envahit mon esprit. Une terreur froide me gela jusqu'aux os. Allais-je mourir ici? Le malin avait-il dit vrai, en fin de compte? Maman avait-elle eu depuis le début l'intention de me sacrifier? Peut-être son lent retour à sa nature originelle avait-il chassé de son cœur tout amour humain pour son fils? Grimalkin répliqua d'une voix impérieuse. « C'est trop demandé. Nous exigeons le droit de combattre. »« C'est votre droit, en effet. Mais ne courez pas un tel risque à la légère. Si je suis vainqueur, vos vies à tous paieront le prix de votre défaite. Est-ce vraiment ce que vous voulez ?» Grimalkin inclina la tête en signe d'assentiment. Aussitôt, tout devint noir. J'entendis autour de moi des soupirs et des chuchotements. Puis la lumière revint.
Le guerrier était debout au centre de la mosaïque, dans une posture d'attaque. Il ne tenait plus la coupe. De la main droite, il brandissait une lourde épée. De la gauche, un fléau. Un manche de bois muni d'une chaîne à laquelle était accrochée une masse sphérique hérissée de pointes. Grimalkin sortit de leur fourreau deux longues lames et sauta par-dessus la table avec la souplesse d'un chat. Elle entama aussitôt autour de l'être en armure une espèce de danse, lente, menaçante, un mince sourire étirant ses lèvres. Elle aimait se battre, elle aimait exercer ses talents contre un adversaire valeureux, et elle venait d'en trouver un à sa mesure. Grimalkin ne craignait pas la mort, mais si elle était vaincue, nous périrons tous. Le guerrier noir s'avança en faisant tournoyer son fléau. La lourde sphère siffla dans les airs. Si elle frappait la tête de la sorcière, elle la lui arracherait d'un coup. Or, Grimalkin n'était pas la meurtrière attitrée du clan Malkin pour rien. Ajustant son attaque à la seconde près, elle pénétra dans le cercle dessiné par la boule et visa l'une des fentes du haume. Sa lame dérapa sur le métal, manquant sa cible d'un cheveu. L'épée du guerrier était aussi rapide que les lames de la sorcière. Ils échangèrent des estocades furieuses, mais elle restait trop près de lui pour que le fléau puisse l'atteindre. Par 2 fois, il tenta de lui transpercer la poitrine. Virevoltant comme une toupie, elle esquiva avec une parfaite maîtrise de ses mouvements. Sa lame s'abattit à plusieurs reprises sur son adversaire, sans réussir à l'entamer l'armure. Il paraissait peu probable qu'elle survive au combat, encore moins qu'elle le remporte. Quelle chance avait-elle contre un guerrier aussi solidement protégé? Ses bras et ses jambes, à elle, étaient nus, sa chair vulnérable. Une pensée me frappa alors. Elle avait renoncé à 2 choses qui lui auraient donné l'avantage. Elle m'avait fait cadeau de la dague magique et du sort qu'elle aurait pu envoyer à cet instant. Pourquoi avait consenti un tel sacrifice à mon profit? Grimalkin reculait à présent vers la table sans cesser de tourbillonner. L'inquiétude me serra la gorge. Sa tactique me paraissait mal adaptée. À cette distance, le guerrier pourrait la frapper en pleine tête. Il se mit à faire tourner son fléau de plus en plus vite, se préparant à asséner un coup fatal. Grimalkin avança alors, comme si elle acceptait d'être assommée. Je crus que mon cœur s'arrêtait de battre. Dans une seconde, ce serait fini. Or, quand la sphère mortelle s'abattit, la victime visée n'était plus en dessous. La boule s'écrasa sur la table, envoyant plats et gobelets valdinguer sur le sol avec fracas. Aussitôt, Grimalkin bondit et dirigea la pointe de son arme droite vers l'une des fentes du haume. La lame s'enfonça dans l'œil invisible de l'ennemi, et un hurlement de douleur résonna sous la voûte. Aussitôt, les ténèbres nous enveloppèrent, ainsi qu'un froid d'outre-tombe. Un acte de magie noire venait de s'accomplir. Pris de vertige, je cherchai le rebord de la table pour me retenir. L'horrible cri s'éteignit peu à peu. Un silence irréel retomba sur la grande salle. Alors, du fond de l'obscurité, 2 yeux flamboyants émergèrent du puits qui nous fixait. Soudain, la lumière revint. Nous étions tous de nouveau assis devant la table, bien que je n'ai aucun souvenir d'avoir regagné mon siège. Les plats et les gobelets que j'avais vus dégringoler sur le sol semblaient n'avoir jamais bougé, et Grimalkin avait repris sa place. Le guerrier en armure noire était debout devant nous, tenant d'une main la coupe de cristal et de l'autre sa longue épée. Était-ce le même homme, revenu à la vie par quelque sortilège? On aurait pu croire que son combat avec la sorcière n'avait jamais eu lieu. « Ma maîtresse a besoin de se nourrir, » déclara-t-il en pointant l'épée vers moi. « Elle doit boire le sang chaud du garçon. Emplissez la coupe. » En voyant l'effrayant personnage lever le récipient étincelant, je sentis mon cœur s'affoler dans ma poitrine. Triomphante, Grimalkin me chuchota à l'oreille. « Nous avons gagné la première manche, petit. Il n'exige plus ta vie. Il se contentera d'un peu de ton sang. C'est exactement ce que nous voulions. » Le noir guerrier vint déposer la coupe sur la nappe de soie écarlate. Grimalkin tira une courte dague d'un des fourreaux et se tourna vers moi. « Relève ta manche, mon garçon. La droite. » J'obéis avec des doigts tremblants. « Maintenant, soulève la coupe et place-la sous ton coude. » Je tendis mon bras nu comme elle me l'ordonnait. Grimalkin m'entailla légèrement la peau, presque sans douleur. Le sang se mit à goutter. Il se tarit alors que la coupe n'était qu'à moitié pleine. « Encore une petite coupure, » dit la sorcière, « et ce sera fini. » Je retins ma respiration en sentant de nouveau la lame pénétrer ma chair. Cette fois, un flot pourpre jaillit, et la coupe devint étonnamment lourde dans ma main. Dès qu'elle fut remplie à ras-bord, mon sang cessa de couler, et il ne resta, sur ma peau pâle, que de minces lignes rouges. La sorcière reprit la coupe et la reposa sur la table.
Le guerrier s'en empara et repartit vers le puits. Nous le regardâmes, s'y enfoncer, jusqu'à ce qu'il ait complètement disparu. Nous attendîmes que les bruits de ses pas s'éteignent au loin, craignant, si nous bougions trop tôt, qu'il nous entende et rebrousse chemin. Il est essentiel que mon sang soit remis à l'ordine. Les minutes passaient lentement. Enfin, Grimalkin sortit de sa manche un petit miroir afin d'annoncer notre succès. Elle n'en eut pas le temps. L'obscurité nous enveloppa de nouveau, accompagnée d'un froid intense. De nouveau, les yeux étincelants nous fixèrent, puis s'avancèrent vers nous. Des serviteurs de l'obscur avaient-ils percé nos intentions ? Soudain, je pris conscience que, malgré le profond silence qui régnait autour de nous, d'étranges personnages se pressaient dans la salle. Les hommes étaient très grands, avec des visages étroits, de longs nez et de longs mentons. Leurs yeux caverneux, leurs haillons pendouillant tels des toiles d'araignée autour de leur corps maigre, les épées à lame courbe accrochées à leur ceinture, leur donnaient un aspect effrayant. Une ancienne comptine du comté me vint en mémoire. Nez crochu et menton pointu sont de l'obscur des traits connus. Ces êtres étaient des démons. Contrairement à eux, les femmes étaient gracieuses, avec des corps aux courbes voluptueuses. Leur peau luisait comme si elle venait d'être frottée d'huile. Elles dansaient au rythme lointain des tambours invisibles. Tandis qu'elles évoluaient, les hommes les entouraient, immobiles, à demi dissimulés dans l'ombre des piliers, et promenant autour d'eux des regards affamés. J'observais mes compagnons. Tous semblaient fascinés par les danseuses, dont les mouvements avaient quelque chose d'irréel. Sans doute provoquait-il une sorte d'enchantement. Grimalkin, le miroir à la main, restait pétrifié. Si proche du succès, allions-nous être tenus en échec au dernier moment ? Je m'aperçus soudain que plusieurs guerriers de l'escorte de maman dévoraient la viande et buvaient avidement le vin contenu dans les gobelets d'or. Ils avaient pourtant été prévenus, et Sélénos faisait de même. L'épouvanteur grec ne possédait ni les connaissances ni la détermination de John Gregory. Cela risquait fort de le mener à sa perte. Je m'intéressais de nouveau à la danse des démons femelles. Elles virevoltaient à présent deux par deux, suivant les entrelacs des mosaïques aux motifs de serpents. Les tambours invisibles battaient plus fort, plus vite. Leur rythme frénétique me donnait envie de me lever et de taper des pieds en cadence. Un coup d'œil sur Alice me révéla qu'elle résistait aux mêmes besoins, accrochée des deux mains au rebord de son siège. Respirant profondément, je combattis ce désir impérieux de rejoindre les danseuses jusqu'à ce qu'il s'apaise enfin. Je découvris alors qu'un homme avait cédé à l'appel des démons, Sélénos. Quelques minutes plus tôt, il mangeait la nourriture interdite. Maintenant, il participait à la ronde infernale. Je le perdis de vue un instant. Quand il réapparut, une créature femelle avait collé la bouche à son cou, planté les dents dans sa chair. Ses yeux écarquillés de terreur roulaient follement dans ses orbites. Son corps se convulsait. Ses vêtements déchirés laissaient voir des profondes blessures dans son dos. La démone le vidait de son sang. Elle l'entraîna parmi le tourbillon des danseuses, où il disparut. Je remercie intérieurement l'épouvanteur de m'avoir enseigné à jeûner avant d'affronter l'obscur. Sélénos allait payer son penchant pour le vin et la bonne chair de la vie, peut-être même du salut de son âme. Alors, à ma droite, je sentis le prodigieux effort de Grimalkin pour échapper au noir sortilège qui nous enchaînait. Lentement, elle porta le miroir devant sa bouche. Elle y souffla son haleine, et le visage crispé de concentration écrivit sur la buée avec son index. Elle donnait à nos renforts, rassemblés à l'extérieur, le signal de l'attaque.